Bonjour, c'est l'heure de la pause décoloniale. Vous êtes avec Rosie. Bienvenue dans cette émission, votre émission où les femmes du pays Kanaki, Nouvelle-Calédonie et d'ailleurs parlent de décolonisation et d'émancipation. L'avenir du pays étant questionné suite aux résultats de la 3e consultation référendaire, la pause décoloniale est un espace de parole où les femmes livrent leur vision d'un pays où toutes les promesses d'une liberté ont toujours été portées par des hommes. Mais ces promesses, cette lutte, ont été aussi soutenues par des femmes qui étaient soit dans l'ombre de ces messieurs ou qui ont dû s'imposer sur la scène politique monopolisée par les hommes. Au programme de cette première édition, le retour d'expérience sur l'événement Women Decolonizing Melanesia, conférences et ateliers qui se sont tenus les 23 et 24 mai 2018 à Sydney et auxquels Florenda Nericani et moi-même avons participé. C'était un événement organisé par 2 universités de Sydney, the University of Sydney et the Western Sydney University. Mais avant cela, un petit tour du côté des citoyens. On écoute la voix du peuple interrogée par Stéphanie sur la définition de la décolonisation et le rôle de la femme dans la décolonisation. Aujourd'hui, pour la première édition de la pause décoloniale, un petit micro-trottoir avec cette première question. Pour vous, c'est quoi la décolonisation ? Pour moi, la décolonisation, c'est quand une puissance coloniale décide ou est invitée par le peuple autochtone à quitter le pays dont elle a la charge. Et quand je dis quitter, c'est surtout donner tout ce qui reste comme compétence au peuple qui souhaite son indépendance, mais surtout s'assurer que ce pays en a les moyens. Quand on parle de décolonisation, il est question d'un pays sous la tutelle d'un État, d'un pays autrefois colonisateur, où ce pays veut donc avoir accès à sa pleine souveraineté et ainsi créer sa propre identité aux yeux du monde. Alors pour moi, la décolonisation, c'est avant tout l'émancipation d'un pays. En fait, il peut continuer à travailler avec d'autres nations, faire des partenariats pour aider son développement, mais c'est lui en fait qui prend toutes les décisions. La décolonisation, c'est avoir le plein pouvoir sur l'avenir du pays en fait. Aujourd'hui, le thème, c'est femmes et décolonisation. Alors interrogeons-nous sur son rôle, sur ce qu'elle doit faire, sur ce qu'elle peut faire. Pour moi, le rôle de la femme dans une décolonisation, comme dans tout, il reste primordial. C'est quand même, pour moi, c'est le centre d'une société, ça reste la femme. Et elle n'a pas forcément un rôle spécifique dans une décolonisation. Elle a un rôle spécifique dans la vie d'une société en général. La femme a un grand rôle à jouer dans la décolonisation. Fait que dans la plupart des pays, le peuple subit une politique fortement impactée par le système patriarcal. Le fait d'avoir des femmes impliquées dans le mouvement, ça peut être que bénéfique. On a besoin de changement, on a besoin de la femme. La femme, oui, je pense qu'elle se doit jouer un rôle tout comme l'homme en fait dans la décolonisation. Mais ce qui peut être intéressant, c'est qu'elle peut apporter une vision différente. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on n'est pas câblés pareil. Après, c'est pas une histoire de qui est meilleur que qui, mais c'est juste que les hommes ont souvent dirigé, et donc la décolonisation, elle a été vue et faite, je pense, majoritairement par des hommes, et ça pourrait être intéressant de voir quelle énergie la femme pourrait apporter à ce processus, quel angle d'approche elle pourrait avoir, et qui sait, ça pourrait être bénéfique, hein, c'est voir la décolonisation sous un œil neuf, on va dire. Merci à ces auditeurs qui ont bien voulu jouer le jeu du micro-trottoir, et je vous laisse à présent avec Rosie et Florenda. Merci à Stéphanie et merci à nos auditeurs. On a des réponses très intéressantes. Alors, concernant la définition de la décolonisation, je retiens que les réponses données associent le terme de décolonisation à l'indépendance et à la pleine souveraineté. Ce qui m'amène à la question suivante. Est-ce que le processus de décolonisation doit forcément conduire
à l'indépendance ou à la pleine souveraineté? C'est une question que je pose et qui mérite discussion, sans doute dans une prochaine émission. Concernant le rôle de la femme dans la décolonisation, deux positions se dessinent, celle disant que la femme a toute sa place et que s'interroger sur son rôle dans la décolonisation n'a pas lieu, l'autre position étant de reconnaître que la société est modifiée au gré des décisions politiques prises principalement par les hommes. On a besoin d'une vision différente à travers le regard des femmes. Encore merci à Stéphanie et à nos auditeurs. On passe à la seconde partie de l'émission et on va retrouver Florenda. Je le vous disais en introduction, Women Decolonizing Melanesia, conférences et ateliers qui se sont tenus les 23 et 24 mai 2018 à Sydney et auxquels Florenda Nirikani et moi-même avons participé. Pourquoi parler de cet événement en 2021 alors que celui-ci a eu lieu en 2018? Première raison, parce que c'est suite à cette manifestation qu'a germé l'idée de créer de plus en plus d'espaces où les femmes du pays en faveur de la décolonisation puissent déployer leurs récits et réflexions sans entrave. C'est d'ailleurs dans cette dynamique qu'est née cette émission, La Pause décoloniale. Deuxième raison, parce qu'on considère que c'est important de vous faire un retour, un partage de cette expérience, partir parler du pays à l'extérieur et revenir rendre compte de ce qui s'est dit, de ce que l'on a appris, partager également les clés, les outils que l'on pourrait utiliser pour renforcer notre engagement et notre contribution en tant que femme à la décolonisation. Enfin, troisième raison, c'est la dernière, c'est que cet événement est la résultante en fait d'un réseau de solidarité envers les peuples de Mélanésie. C'est dans le réseau de solidarité internationale aux peuples de West Papua que l'on a fait la rencontre de militants et de chercheurs engagés qui se sont mobilisés pour soutenir la lutte du peuple kanak. Donc en 2018, derrière l'organisation de cette conférence et de ces ateliers, ces militants voulaient en fait identifier les leviers qu'ils pouvaient à leur niveau activer pour apporter leur soutien au peuple kanak dans la période particulière des consultations référendaires. Voilà pour le cadre à poser. Je retrouve tout de suite Florenda pour l'interview. Florenda, bonjour. Bonjour Chacha. Ça va? Oui, alors, ça pour va. ceux qui Bonjour ne le savent pays. pas, c'est Rosie et c'est aussi Chacha. Donc, pour les intimes comme Florenda, je m'appelle aussi Chacha. Donc, je t'ai interrompu. Pardon, Florenda. Non, voilà. Bonjour le pays. Et puis voilà, c'est bien de redire Chacha et Rosie comme ça. Du coup, c'est passé pour tout le monde. Alors, Flo, ta voix, elle n'est pas méconnue du Canal K puisque tu interviens depuis très longtemps sur les ondes de Jido. Tu animes plusieurs émissions, la plus connue étant Vue du bateau. Tu vas d'ailleurs nous en parler parce que c'est le sujet de cette émission, c'est également ce sujet-là qui t'a mené vers la conférence en Australie. Et c'est ce sujet sur lequel tu as été particulièrement interrogé, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien, c'était le sujet sur les listes électorales. Effectivement, Chacha. Donc, on remercie encore la chance qu'on a pu avoir de se déplacer comme ça en Australie, de pouvoir parler de notre combat. Ça a été une expérience très riche parce que du coup, on était quand même dans l'année 2018, l'année du référendum. Le dossier que l'on a porté, c'est le dossier des listes électorales. Donc, le dossier des listes électorales, pour la petite histoire, en fait, on rappelle toujours ces trois grandes figures-là qui sont Madeleine Ounou, Magit Declercq et Marika Kapueri, donc, qui n'est plus de ce monde. Mais voilà, ce sont ces trois mamans référentes qui ont porté ce dossier des listes électorales avec plus d'une soixantaine, on va dire, de personnes qui ont défilé dans cette commission qui s'est appelée la Commission politique et citoyenneté du FLNKS et nationaliste. Et pour la petite histoire, en fait, c'est Madeleine Ounou qui se met à chercher en fait des noms de famille sur les listes électorales générales de Nouméa et qui tombe sur une centaine de personnes kanak, donc qui portent des noms kanak, qui sont sur ce qu'on appelle un tableau annexe, rappelle-toi Chacha, et qui en fait, ces personnes-là ne sont pas admises à voter aux élections provinciales.
Donc, Ça a voilà. débuté quand, Florinda? Ce Ça a travail-là, tu me débuté parlais de ces trois voilà, personnes. voilà, ça a débuté en fin 2008, en fait. En fin Fin 2008. 2008, voilà, fin 2008 et en 2009, en fait, la commission, en fait, s'étoffe un peu plus dans le cadre du mouvement dynamique FLNKS Sud qui a été lancé suite aux campagnes électorales provinciales de 2009. La nécessité, en fait, de faire que le mouvement indépendantiste, peu importe l'appartenance politique que chaque militant avait, il était nécessaire de se rassembler sur des dossiers, sur des thématiques précises pour que toutes les compétences soient mises au service, en fait, du portage des dossiers. Et puis voilà, donc du coup, militer pour faire entendre nos voix. Donc ce Et les- travail-là et commence à partir de tu veux 2008. dire que les listes électorales, à la base, Mado, elle s'est, c'est un peu par hasard. Elle a tapé des noms et elle s'est rendue compte qu'il y Ah a oui, plus voilà, plus d'une centaine de Kanaks, c'est-à-dire qu'en fait, on était sur pourquoi les Kanaks ne votaient pas. La question, c'était pourquoi les Kanaks ne votaient pas. voilà, la Et il y a question de aussi, départ. voilà, la question de départ. Et aussi, Mado, elle siège depuis déjà près de 20 ans dans ce qu'on appelle les CAS, qui sont les commissions administratives spéciales. C'est-à-dire que c'est ces Mhm. commissions-là, en fait, qui regardent en fait tous les dossiers qui sont proposés dans cette commission pour voir si on peut voter ou si on répond vraiment aux critères pour justement voter dans le cadre des élections. Donc, du coup, on rappelle juste au public qu'on est le seul pays quand même, et ça, on l'a rappelé en Australie, qu'on est le seul pays quand même au monde à avoir 3 listes électorales. Donc ça aussi, c'est une particularité de la Nouvelle-Calédonie. Et Mm. du coup, Mado a commencé à trouver bizarre. Elle a commencé à regarder des noms, comment ça se fait qu'ils ne sont pas inscrits sur la liste provinciale. Et du coup, voilà, on tombe Et sur de ce fil fameux en aiguille, tableau. on s'interroge aussi sur des irrégularités Exactement, possibles. exactement. Sur des irrégularités possibles et qui s'avèrent en fait vraiment des irrégularités et voilà. Après, on a parlé de fraude carrément parce qu'après, on est parti dans Mm. ouvrir des choses que on n'avait jamais ouvert avant, quoi. Mais c'est surtout par rapport à son travail à elle, Mado, sur le fait de Mm. découvrir ces problématiques-là, puis de les mettre au final un peu au grand jour, déjà à la mairie de Nouméa. Et comment ça a été mis au grand jour déjà, comment ça a été porté en interne au sein du mouvement indépendantiste? Donc, ça a été porté, rien que le fait déjà de la création, parce que Mado, elle le dit toujours que j'ai appelé la commission comme ça, politique et citoyenneté, parce que je ne savais pas comment l'appeler, parce qu'on Mm. parlait des listes électorales. Donc, elle a appelé comme ça. Ça s'est étoffé, mais on va dire ce qui est, je veux dire, 2008, le travail a commencé. Il n'y a pas eu réellement un grand portage, parce Mm. on a informé quand même le bureau politique du FLNKS, donc les gens étaient informés sur ces irrégularités, pardon. Mais Mm. là où on tape vraiment fort et puis que là, le bureau politique commence réellement à s'intéresser de près, Quand c'est tu en parles de 2012. bureau politique, tu parles de qui? Alors, le bureau politique du FLNKS, c'est Mm. justement le bureau politique qui est composé des 4 partis politiques qui sont l'Union Mm. calédonienne, le PALICA, Mm. le Mm. RDO et l'UPM. Donc, Donc, ils ont commencé à s'intéresser à partir de quand? à partir de 2012, quand la commission, en fait, par le biais des militants volontaires, donc moi, je faisais partie de ces militants, en fait, qui avaient, en fait, convoqué les Mm. personnes qui, pour nous, ne devaient pas figurer sur la liste électorale spéciale provinciale. Et c'est cette Mm. liste-là, en fait, qui nous permet de dire qu'on est des citoyens d'ici, Mm. c'est-à-dire qu'on vote, nous, aux élections provinciales. Et c'est pas tout le monde qui vote aux élections provinciales. Et Donc, du comment coup, il votre y avait approche, elle a été accueillie? perçu, pour dire la vérité, le seul présent au tribunal qui est venu nous saluer, et puis après qui est reparti, c'était Sylvain Pabouti. Donc, qui D'accord. lui n'est pas, voilà, à l'époque, voilà, c'est la DUS, c'est un ancien militant du PALICA, mais donc le parti après le mouvement plutôt, c'est devenu la Dynamique Mm. Unitaire Sud. Mais il y a Sylvain, on a eu un soutien moral de Roch Wamitan, mais pas D'accord. du bureau politique du FLNKS concrètement. Mais par contre, on avait fait du tapage puisque les gens s'étaient indignés en face que des militantes comme nous, parce qu'on était principalement des femmes, Mm. qui se permettent de convoquer des citoyens au tribunal pour dire que ce ne sont pas des citoyens, quoi. Donc ça a provoqué un tollé et puis une Ah, rage. Et puis donc bon, à ce stade-là, vous faites le travail en tant que simple militante. Vous n'êtes pas encore portée par, on va dire, le gros appareil politique. c'est-à-dire qu'en fait, le gros appareil politique ne peut pas nous porter tout simplement parce que tout électeur, c'est-à-dire Mm. que toi, Chacha, si tu es à la mairie de Nouméa, tu es électeur à la mairie de Nouméa, tu peux en Ouais. fait porter plainte, enfin en tout cas
convoquer quelqu'un pour dire qu'il n'a pas à figurer sur la liste. Donc ça, en fait, c'est une démarche qui est individuelle, en fait. Et donc, au départ, ces démarches-là, combien de personnes vous étiez à la faire, ces démarches, à les faire? Alors, du coup, au niveau de la mairie du Mont-d'Or, parce qu'il y avait la mairie du Mont-d'Or, la mairie de Païta, la mairie de Nouméa, on était, on va dire, 5 ou 6, mais 5 ou 6 à engager nos noms et à être, enfin, moi, je me rappelle que j'en avais peut-être je crois que j'en avais 300 à moi toute seule, quoi. Enfin, voilà, en fait, le truc je me rappelle plus exactement, mais on avait de la masse, quoi, parce que c'est pratiquement près de plus de 3000 personnes qu'on a convoquées au C'est tribunal, quoi. principalement des femmes à faire ça ou? Principalement des femmes à faire ça. On avait peut-être 2 hommes, mais voilà, sinon le reste, c'était que les femmes, en fait. Et pourquoi, en fait, ce sujet-là vous tenait tellement à cœur? Bon, on sait hein, que c'est vraiment important du coup pour les élections, mais en quoi vous vous êtes dit que cette démarche pour les listes électorales, elle allait jouer peut-être en la faveur du camp indépendantiste lors des élections? Tout simplement parce déjà, on était pris de justice, c'est-à-dire que c'était injuste ce qui se passait là, en fait, de pouvoir fermer les yeux là-dessus. Mais le deuxième objectif aussi, c'était l'un des objectifs de la Commission politique et citoyenneté, c'était de rendre les listes les plus sincères possibles. Qu'on ne peut pas contester, en fait, une élection, enfin voilà, que les listes, elles soient sincères, que les personnes qui sont admises à voter dans le scrutin, en tout cas provincial, c'est des personnes qui répondent aux critères. Nous, on a plus de 3000 personnes qui ne répondaient pas du tout aux critères en fait, imposés par la loi organique, quoi. Donc, en 2018, on était encore à plus de 3000 personnes qui étaient en situation. Alors, je sais plus à quel moment, Chacha, si je me trompe pas dans les dates, après, tant pis pour moi si je me trompe, mais en tout cas en 2017 ou 2016, c'est le dernier comité des signataires qu'il y a eu avant 2018. Cette affaire, en fait, des 3000 personnes, c'est réglé au comité des signataires par un politiquement clos. Politiquement clos, effectivement, Voilà. je m'en souviens. Voilà. Donc, c'est cette affaire-là qui a fait aussi que beaucoup de nos militants, donc notamment mon compagnon, s'est retiré de la commission puisque il trouvait ça injuste que nous, on faisait le travail dans les commissions administratives spéciales et nos leaders, en tout cas nos dirigeants indépendantistes, ont négocié ça là-bas sans notre avis, de clore le chapitre de ces fameux 3000 personnes qui ne sont pas admises à voter et qui votent illégalement, en fait, sur la liste provinciale. Et avez-vous eu des explications à leur retour de ce fameux comité des signataires? Pas du tout. Donc, quand je dis pas du tout, je le dis avec un ton de dire pas du tout, c'est montrer encore une fois, pour revenir sur ta question aussi, sur le fait, voilà, on est des femmes, on est des filles, enfin, en tout cas, voilà, le fait que si on était peut-être que des hommes, peut-être que ça sera, enfin, en tout cas, moi, dans ma tête, c'est comme ça que je dis pourquoi on nous écoute pas. Il y avait aussi cette incompréhension aussi de dire qu'on faisait du battage médiatique. Là, tu as parlé de l'émission Vue du bateau, qui a été une initiative portée par la commission, qui est devenue après Nation de demain, donc qui a débuté en 2013 et qui a continué jusqu'à l'année dernière quand même. Donc, du coup, c'était de dire qu'on faisait du battage médiatique, mais on n'avait pas forcément du soutien du bureau politique du FLNKS. Et puisqu'on est dans la pause décoloniale, c'est aussi se poser les questions sur le portage des dossiers, en tout cas des combats par les femmes. Ça reste toujours quelque chose que, on va pas les écouter, quoi. Enfin, voilà, elles font leur truc et puis bon, sans plus, quoi. Mais ce Tu penses sentiment-là, que c'est toujours d'actualité aujourd'hui? je pense que non, je pense que l'actualité, elle change un petit peu quand même parce que il y a déjà un peu plus de jeunes filles qui s'engagent déjà. Des jeunes filles aussi qui n'ont pas peur de prendre la parole, donc c'est pas évident déjà dans notre milieu à nous, mais encore plus en politique. Mais je pense que c'est le fait de gagner en légitimité, en tout cas pour moi et personnellement, si tu me poses la question à moi personnellement, Flo, on gagne en légitimité quand on abat du travail. C'est-à-dire que c'est ça qui nous donne la légitimité de pouvoir parler parce on commence à avoir des années d'expérience, en fait. C'est ça, en fait. Quand on est Mais toute est-ce que tu jeune, penses que quand on est femme, se gagner en légitimité, c'est plus dur qu'un homme qui s'engage en politique?
Ah, complètement, on est quand même dans des milliers d'années de C'est-à-dire qu'on a 2 patriarcat. fois plus d'efforts à fournir pour Ah, gagner c'est cette clair. légitimité. C'est Mhm. clair qu'on a 2 fois plus d'efforts à fournir. Et puis en plus, ce qu'il y a, c'est que non seulement on doit se battre contre cette pensée-là qui est quand même véhiculée dans la conscience collective, c'est ce truc de patriarcat ou de machisme, mais en plus de Mhm. ça, on doit faire face aussi à aussi ce qui est imposé involontaire, enfin pas involontairement, mais je veux dire, à aussi cette concurrence qu'il y a aussi entre les femmes. Donc il y a ces 2 niveaux en fait de l'autre elle fait Tu veux dire plus, ouais, ouais, au enfin sein du milieu au sein du politique milieu indépendantiste, du milieu indépendant. politique et même du milieu associatif, un peu, moi, je peux le remarquer aussi, ces 2 La côtés-là, concurrence entre femmes. entre femmes aussi, ouais. Ça, on doit être plus solidaires, je pense, dans les années à venir, là, il faut que les femmes, elles soient plus solidaires parce que c'est vrai que dès que l'autre, elle fait un peu plus que l'autre, et ben, du coup, on est sur des trucs de concurrence alors qu'il n'y a pas lieu d'être en fait. Mais c'est juste que Hmm. chacun doit être à sa place avec les compétences qu'elle a. Donc l'autre, elle D'accord. est bien en ça, donc elle va travailler là. L'autre, c'est mieux ce domaine-là, donc c'est son domaine. Et puis, il faut que chacun trouve sa place en fait. C'est ça en fait, que chacun doit être à sa place et doit trouver sa place. Oui, c'est ça, c'est un point important, ça, la solidarité féminine. On revient vers du coup, à la conférence à Sydney. Moi, je me souviens que bah, on était en 2018 hein, et on était en pleine campagne, en tout cas au pays, pour le référendum. Donc, quand on est allé en Australie, les participants de la conférence et des ateliers étaient très, très demandeurs des explications par rapport aux listes électorales, parce que ça paraissait tellement, tellement injuste que justement le politiquement clos ait été acté Mm. sur les plus de 3000 personnes qui votent illégalement finalement. Donc, je me souviens que tu t'étais justifié à plusieurs reprises et en disant que, en fait, dans les faits, les chiffres ils sont là, les données sont là, mais c'est vrai que le portage politique, tant qu'il n'est pas là, on aura beau faire tout le battage qu'il faut au niveau du peuple, au niveau des médias, le portage politique n'était pas là, n'était pas du tout, vous n'étiez pas soutenu. Et ça a clos le débat. Donc, je me souviens que l'opinion publique, par contre, était très demandeuse de ça, était très interrogative par rapport à ce sujet. Ah oui, oui, c'était le sujet principal parce que effectivement, si on regarde un peu cette année-là, mais même l'année 2012 ou même 2014 encore, on faisait les gros titres quand même. Moi, je me souviens qu'on a été traité de apprentis sorciers. Enfin voilà, on était avec Mathias Chauchat, parce que Mathias Chauchat, voilà, un des personnages aussi des militants de l'Union calédonienne, docteur alors si je me trompe pas, c'est droit, c'est ça, à Mm. l'université. Donc du coup, lui nous a beaucoup aidé en fait dans la formulation des recours. Mais Mm. effectivement, on a beaucoup partagé avec les personnes qui étaient là-bas sur ce problème-là. C'était pour dire que oui, ben voilà, c'est comme tu disais, quoi. Tu l'as bien dit, on a beau faire nous ici du travail, d'abattre du travail, de faire du tapage, s'il n'y a pas de portage politique, eh ben on n'est pas entendu. Parce qu'au final, Mm. la représentation du mouvement de libération du peuple kanak au niveau national, régional ou international, c'est le FLNKS. Donc le Mm. FLNKS a été quand même un petit peu timide sur ce coup-là. Il a commencé à se mettre un peu en phase, mais pour dire que c'est d'autres organisations comme le Rassemblement des indépendantistes et nationalistes qui a fait le battage sur mobiliser la population pour l'inscription automatique et sans condition des Kanaks. Donc, c'est cette Mm. revendication-là qui a été, on va dire, il fallait que voilà, l'appareil politique, s'il est bloqué, c'est après ce qui se passe, c'est la mobilisation dans la rue qui peut Mm. faire changer la donne. Donc, du coup, l'État a plié, quoi. L'État et les non-indépendantistes ont plié parce qu'on était aussi sur la revendication de l'inscription automatique des Kanaks sur la liste spéciale de consultation du référendum, la 3e liste. Je reviens toujours à la conférence. Je sais pas, moi, ce qui m'a marqué, en tout cas, c'était l'intervention de Nancy Dewey. Tu te souviens de Nancy? Oui. Oui, Nancy qui en fait est une chercheuse conférencière ouest papouan et qui fait partie de la diaspora papou, qui vit aux Pays-Bas.
elle, le volet intéressant pour nous, enfin, c'était bien d'avoir du recul, c'était le rôle que joue la diaspora dans la lutte, contre pour la décolonisation. Et Nancy fait partie de ces militantes à l'extérieur qui participent à la pression internationale pour West Papua. Donc nous aussi, c'est bien parce que quand on regarde au pays, les choses se passent en interne. Hein, on a du mal à avoir du recul. Et c'est bien de voir tous ces comités de soutien qu'on a à l'extérieur et qui se sont manifestés lors des 3 référendums. Hein. Que ce soit des militants du pays ou des militants sympathisants qui ne sont pas du pays mais qui soutiennent la cause kanak depuis très longtemps. On a vu que ces comités de soutien sont importants aussi pour nous. D'ailleurs, on a vu que la troisième consultation référendaire, beaucoup de personnes ont réagi contre la tenue de ce référendum. Le recul qu'on peut avoir de l'autre côté, c'est de se dire que ici, en fait, on a tellement de combats qu'on n'arrive plus à avoir les issues possibles parfois, et qu'on a besoin de se renouveler avec des réflexions extérieures, avec des gens qui viennent appuyer sur des leviers qui vont parfois plus nous aider à sortir des mécanismes qu'on a adoptés depuis trop longtemps. Je te rejoins complètement, mais c'est vrai qu'avec Nancy, c'était la rencontre, on va dire, une rencontre spéciale aussi, parce que du coup, c'était intéressant. En plus, c'est une dame qui a plus de 25 années de plus que nous, quoi. Donc, du coup, elle nous a parlé elle a parlé des personnes ici voilà, qu'elle connaissait, qu'elle avait fait, elle avait des liens avec eux. Donc, effectivement, c'est ce réseau-là. Avec Suzanne Onei. Voilà, avec mamie Suzanne. Voilà, donc du coup, elle nous a parlé de Suzanne. Et du coup, c'était intéressant pour nous parce que c'est des références à nous ici qu'on a au pays. Et c'est intéressant, mais je veux dire, je te renvoie aussi les choses sur. C'est aussi les gens comme toi, Chacha. Je veux dire, de ton parcours. Toi, tu as fait Free West Papua, tu t'es engagé là, tu es secrétaire. Voilà, collectif avec les vieux comportés. On fait un coucou à notre grand-père là au Awawilou. Et puis voilà, du coup, pour dire que c'est l'engagement en fait, c'est l'engagement qui fait aussi que on est repéré. Et du coup, toi, tu as été repéré. Et puis, en plus, tu tchatches en anglais. Punaise, ça aussi, c'est un truc qu'il faut que j'apprenne, ça, parce que c'est bien de parler en anglais. Et c'est important de dire que voilà, le travail aussi se fait par les petites actions que nous, on peut porter là de notre niveau. Mais après, les autres, ils regardent. C'est ça. Et puis après, voilà, pour dire que le voyage en Australie, c'est parce que c'est ta route à toi, Chacha, tu vois. Donc, du coup, on serait jamais rencontrés, j'aurais peut-être jamais été en Australie. Donc, c'est pour ça que je dis que les personnes comme toi, qui ont un engagement sincère, profond, et puis pour la lutte du peuple kanak, quand ils s'y mettent, ils sont repérables parce que du coup, on met notre personne aussi en lumière, entre guillemets, notre personnalité aussi. Et du coup, on est là pour ramasser autant les sagailles que les fleurs, mais du coup, c'est un engagement c'est pas à demi-mesure, c'est ça que je voulais dire. On est dans un processus de décolonisation et la décolonisation, elle commence déjà à la maison. C'est une belle phrase. Tu avais dit ça, toi, à la conférence, la décolonisation commence à la maison. Et moi, j'avais dit, la décolonisation commence dans mon esprit. Donc, Flo, on arrive à la fin de l'interview, ça passe tellement vite. Je te laisse un peu quelques minutes pour que tu puisses dire un dernier mot à nos auditeurs. Oui, donc du coup, merci de l'attention que les auditeurs et les auditrices ont bien voulu consacrer pour cette première émission de la pause décoloniale. Donc, moi, je souhaite longue vie à la pause décoloniale. Donc, beaucoup de courage à toi, Chacha, pour maintenir cette émission. Je pense qu'elle a toute sa place à Radio Jido. Et puis, encourager tout le monde, les mamans, les femmes, à prendre sa part, à prendre sa place dans la construction du pays. Et puis, on n'oublie pas qu'on est dans un processus de décolonisation. Donc, on continue à mener les combats que l'on doit mener à tous les niveaux. Donc, voilà. Merci, Chacha. Merci à toi, Florenda. Merci pour ton engagement. Merci pour ce partage, ce retour d'expérience.
Je vais résumer les points que l'on a abordés toutes les deux. Le premier étant l'importance de la construction d'une réelle solidarité féminine. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes, mesdames, mais se soutenir, car finalement les défis que nous avons à relever sont les mêmes dans une société colonisée, patriarcale. Donc choisissons la sororité plutôt que la concurrence. Ensuite, deuxième point, gagner en légitimité au sein du milieu militant. Quand on est militante, on a constaté qu'une femme devait faire ses preuves et que ça pouvait durer longtemps, très longtemps. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi nous ne sommes pas assez représentés au sein des institutions. Question à creuser. Enfin, l'importance du réseau de solidarité féminine dans la région, ce qui permettrait de nous ouvrir à d'autres pistes de réflexion et surtout de ne pas rester enfermés dans la pensée francophone uniquement. Nous arrivons au terme de l'émission et j'aimerais finir avec une note historique. Nous sommes au mois de février et le 14, vous avez dû fêter la Saint-Valentin. C'est une date qui est associée à l'amour, mais pour les Hawaïens, c'est autre chose. En 1979, le 14 février, donc, fin des expéditions à la découverte du Nouveau Monde pour le renommé navigateur James Cook. C'est à Hawaï que le peuple sonna le glas des aventures du capitaine alors qu'il effectuait sa 3e escale dans le Pacifique. 5 ans plus tôt, il posait les pieds sur une île qu'il nomma Nouvelle-Calédonie. C'est fini pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous le jeudi 10 mars à 13h30 et vous remercie d'avoir fait une pause décoloniale avec nous. À bientôt sur le Canal K.